Le désert du Karakoum, au Turkménistan, est l'une des régions d'Asie centrale qui préserve le mieux ses secrets. Longtemps, on a ignoré que l'homme y avait vécu. Il faut attendre les années 70 pour que des archéologues commencent à révéler les traces de plusieurs cités datant du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Jusque-là, on imaginait que le monde antique tournait exclusivement autour des grandes civilisations urbaines de l'Égypte, de la Mésopotamie, de l'Élam et de l'Indus. Les expéditions réalisées dans le désert du Karakoum ont mis au jour tout un chapelet de cités réparties le long d'une très ancienne route commerçante. C'est la civilisation des oasis, ainsi nommée parce que ces grands centres accueillent les caravanes de marchands qui sillonnent le monde antique. Les fouilles ont prouvé qu'il s'agit d'une culture originale, caractérisée par un artisanat raffiné et d'étranges statuettes féminines. Il reste cependant beaucoup de questions sans réponse. Quelles sont les croyances et le mode de vie des habitants de ces cités? Quels sont leurs rapports avec les autres cultures contemporaines? Pour lever une part de ces mystères, l'archéologue italien Gabriele Rossi Osmida a entrepris aujourd'hui une nouvelle expédition au sein du désert du Karakoum. Ces découvertes vont le mener jusqu'aux origines des premiers grands mythes de l'humanité, au temps où l'homme inventait les histoires qui allaient fonder ses croyances. Gabriele Rossi Osmida étudie la civilisation des oasis depuis plus de 10 ans. Pour avancer dans ses recherches, il veut maintenant explorer d'autres sites. En mai 2003, accompagné de l'archéologue russe Berdi Oudéoumuradov, Gabriele se lance sur la trace d'une zone d'habitation antique connue sous le nom d'Adjikoui. Le lieu a été repéré, il y a près de 30 ans, par les premiers explorateurs du Karakoum qui ont pris soin d'en noter les coordonnées géographiques. Les informations semblent exactes. À l'endroit prévu, le sol est jonché de tessons de poterie qui témoignent d'une occupation probablement antérieure à notre ère de plusieurs millénaires. Form. Typical. Yes. It's okay. Typical stone. Typical beds. Impossible. Beautiful. Well, Not nice, bad. very Not bad. nice. Eagle with snake.
Une heraldic pose. Heraldic position, yeah. Here another eagle Si, and a little eagle. si. Un mois plus tard, les ouvriers engagés pour travailler sur la fouille installent le campement. Le Karakoum, silencieux depuis des dizaines de siècles, connaît soudain une nouvelle vie, de nouveaux habitants. Les archéologues, cependant, ne savent rien encore du site d'Adjikoui. Ni sa taille, ni son histoire, ni même s'il est bien caractéristique de la civilisation des oasis. Et aujourd'hui, où se cachent dans cette immensité les vestiges laissés par l'homme il y a 5000 ans? Deux semaines de prospection et de sondage ont permis de localiser l'emplacement d'une nécropole. Pour Gabriele, les premières sépultures ont valeur de test. Les rituels et les offrandes vont déterminer si nous sommes bien sur l'un des sites de la civilisation des oasis. Rapidement, la fouille révèle la présence de poteries entassées qui confirment l'intuition de l'archéologue. Les vases et les coupes destinés à contenir des offrandes alimentaires sont façonnés avec finesse, légèrement ourlés sur les bords. Les formes, épurées, originales, témoignent d'un art parfaitement abouti. Dans la tombe suivante, les poteries n'ont pas résisté aux affaissements du terrain. En revanche, elles renferment d'autres trésors. C'est C'est un objet magnifique en bronze. Oui, un flacon. Un flacon. Eccolo. Ce petit flacon était destiné à contenir un produit de maquillage. Il s'agissait probablement de fard pour les yeux, car il est accompagné ici d'un applicateur typique de cet emploi. La présence de ce matériel dans une tombe souligne toute l'importance accordée à la beauté par les habitants d'Adjikoui. C'est là l'un des usages qui distingue la civilisation des oasis. Comme en témoignent les découvertes antérieures, les objets destinés au maquillage et aux soins sont toujours les plus raffinés, les plus précieux. En quelques jours, les habitants d'un monde enfoui depuis plus de 5000 ans retrouvent la lumière. Le premier apparaît sous la voûte affaissée de sa sépulture, comme s'il émergeait d'une couverture de pierre. Le second, couché sur le côté, le visage tourné vers le levant, semble avoir été surpris en plein sommeil. Une position rituelle que l'on retrouve chez tous les habitants de la nécropole. Ce qui trouble ici n'est pas le spectacle de la mort, mais celui de la vie, qui se prolonge dans la mise en scène des corps. Face à face pour l'éternité, une mère veille sur le sommeil de son enfant, tout comme elle le faisait avant qu'un drame ne les emporte, probablement en même temps. Horace Babakov, l'anthropologue, intervient lorsqu'il ne reste plus en principe que les squelettes à examiner au fond des tombes. Mais cette fois, sous le crâne, se dissimule un objet qui avait échappé à la fouille. Sa découverte rappelle une autre des caractéristiques de cette civilisation. Oh, maladiette. Ce petit seau a été placé volontairement sous la tête de la défunte. Un geste accompli il y a 5000 ans
mais qui, pour l'archéologue, est encore chargé de tout son sens. È un sigillo che tipicizza C'est un sceau caractéristique des tombes de femmes. una donna. C'est bien une femme. Una donna senz'altro di Une rango, femme sans doute de haut rang, era proprietaria di parce qualche qu'elle possédait bene, quelques biens e et quindi qu'elle est enterrée viene avec le sepolta symbole de sa assieme al richesse. simbolo della propria ricchezza. Le sceau marque la propriété d'un objet ou d'un produit. Il est l'emblème du pouvoir lié au contrôle des marchandises. Tous les exemplaires retrouvés à ce jour proviennent de tombes féminines. On sait ainsi que ce sont les femmes qui détiennent ce pouvoir. Au troisième millénaire avant Jésus-Christ, la société des oasis est encore fortement matriarcale. Son développement repose sur la gestion des ressources agricoles, plus que sur la conquête et sur la guerre. Ces divinités rendent hommage à la fécondité. Curieusement, la dernière sépulture fouillée dans la nécropole n'est pas destinée à un humain. L'animal qui se dessine au fond de cette tombe est un alabaï, un chien du désert typique de ces régions. Ses descendants sont aujourd'hui utilisés par les bergers du Karakoum pour garder les troupeaux. Il y a 5000 ans, celui-ci avait sans doute déjà la charge de surveiller les bêtes et de protéger les hommes. S'il a eu droit au cimetière des humains, c'est parce qu'il avait une place importante dans leur société. Il a plu toute la nuit et les intempéries se prolongent pendant la journée. Sous l'influence d'un vent du nord issu des plaines du Kazakhstan, la température a chuté de 30 degrés. Le désert argileux s'est immédiatement transformé en lagune et les fouilles sont interrompues. Quand le soleil revient, au bout de 48 heures, immédiatement le désert se met à fleurir. Une explosion de couleurs qui rappelle que l'endroit sait aussi être fertile. Повернись лицом. Ой, начинай, да, вот это угол, давай, угол. И вот эту линию давай, вот сюда теперь, вот сюда, вот до сих пор идет линия. Вот сюда до Mais la поворота. pluie a d'autres vertus et constitue une inde inattendue pour les archéologues. Поворота, да, веди. Потом у нас идет вот эта стена. La terre, qui sèche irrégulièrement selon la densité du sous-sol, révèle la trace de murs enfouis dans le désert. Коридор, Максат, с этой стороны, с этой. Ага. Вот, вот. À 1 kilomètre de la nécropole, Отлично. le plan d'une ville apparaît à la surface. Пока так оставим, Максат. Значит, у нас здесь коридор. Verdi, вот эта immédiatement, квадратная комната. entreprend de dessiner les premiers contours d'une cité encore В ту invisible. сторону, да. Пошел, пошел. La И ville вот est эту là, линию, вот эту сторону. qui dort depuis 5000 ans dans les sables du Пошла. Вот у Karakoum. нас стена. Avec elle,
une part de l'histoire de la civilisation des oasis. Il s'agit maintenant, selon le tracé des constructions, de dégager la terre jusqu'au niveau du sol ancien. On ne connaît encore ni la taille ni la forme de cette cité. Il faut avancer très prudemment afin de ne pas détruire irrémédiablement ce que le désert a préservé. Вот это. Нормально? Стена есть? Enfin, à plus de 2 mètres de la surface, apparaissent des parois de briques crues qui marquent les fondations les plus anciennes. Il s'agit des murs d'enceinte dont l'épaisseur dépasse les 2 mètres. En suivant leur tracé, les ouvriers explorent peu à peu la périphérie de la zone construite. Le résultat est inespéré. Après 2 semaines de travail, se révèlent les contours d'une vaste cité qui, sur une dizaine d'hectares, protégeait ses richesses derrière un mur continu de fortifications. Ici prospérait l'un des grands centres urbains de la civilisation des oasis. Gabriele, I wait you because we find so beautiful things. Beautiful tomb, I wait you. Come here, Gabriele. Approximately rectangular shape. Look from this side. 1, 2, 3. Ces poteries signalent la présence d'une tombe aménagée dans les contreforts même des remparts. Une sépulture étrangement placée, comme si on avait voulu lui donner un sens particulier. Oh, la Madonna. Un amuleto. Une amulette. Classique, avec l'aigle, toujours l'aigle et le serpent. L'aigle et le serpent. C'est maintenant la 4e amulette de ce type retrouvée sur le site. Des figures qui reviennent trop régulièrement pour être de simples effets décoratifs. L'aigle et le serpent existent dans de nombreuses cultures antiques. Ils symbolisent l'opposition entre le monde terrestre, celui de la fertilité, du cycle de la vie, et le monde spirituel, celui de la pensée, de l'imaginaire et des dieux. Sur les amulettes retrouvées à Ajikouy, ces motifs ne sont pas simplement associés. Ils sont déclinés en une série d'images qui semblent représenter les différents moments d'un récit.
Toutes ces images parlent d'une conception du bien et du mal, de la divinité, de la religion. Elles sont liées à des messages qui concernent les croyances religieuses de ce peuple. Ceci nous apprend que quelque chose se cache derrière cette image d'un aigle et d'un serpent associés. Nous n'avons pas encore beaucoup d'amulettes, mais nous espérons en trouver d'autres pour compléter le tableau des croyances religieuses et des mythes de ce peuple. Pour l'archéologue, il est clair que ces images font référence à une histoire qui circulait dans la région il y a près de 5000 ans. Un récit dont on ne possède pour l'instant que quelques illustrations posées dans le désordre. La mission s'interrompt au mois de juin pour laisser passer la saison d'été pendant laquelle le Karakoum est invivable. Déjà la température grimpe au-delà des 40 degrés centigrades, les vents se chargent de sable et commencent à teinter l'horizon. De retour à Venise, Gabriele entreprend immédiatement des recherches concernant les images portées par les amulettes du Karakoum. Existe-t-il des représentations comparables, découvertes sur d'autres sites archéologiques? À quoi font-elles référence? Très vite, il s'avère que les pistes sont multiples et parcourent de nombreuses régions du monde antique. L'aigle et le serpent apparaissent dans la mythologie du royaume de l'Élam en Iran, mais aussi dans celle de la Mésopotamie. Est-ce la même histoire qui se cache derrière toutes ces images? Que raconte-t-elle? Gabriele décide de faire appel à Sylvia Winkelmann, professeure à l'université Martin Luther en Allemagne. Elle est une spécialiste renommée des mythes qui circulaient au sein de cet Orient antique. La rencontre a lieu à Venise, au siège de la fondation Ligabue, qui soutient les fouilles. Do you know this? Let me see. The eagle with two snakes, they are completely snakes. wonderful. And they are all from Tout ça vient d'Adjikouy? Adjikouy, seulement Adjikouy. You know this? Yeah, I know this. It's one of the C'est l'un des plus vieux mythes. Yeah. You know the Vous myth connaissez of le mythe Etana? d'Etana? We have here the beginning. Nous avons ici le début. There's an eagle Il y a un living on a aigle tree. qui vit dans And un in the arbre. roots of the tree, there's Dans les a racines de snake. l'arbre vit un serpent. Le serpent et l'aigle passent... Le mythe d'Etana fait partie des récits fondateurs les plus anciens. Il commence effectivement par l'histoire d'un aigle et d'un serpent que racontent, une fois redessinées et remises dans l'ordre, les images trouvées sur les amulettes du Karakoum. L'aigle et le serpent vivaient en bonne entente au sein de l'arbre de vie. Un jour, l'oiseau conçoit en son cœur de mauvaises pensées et décide avec ses petits de manger les œufs du serpent. Sur les conseils des dieux, le serpent prépare sa vengeance et se dissimule à l'intérieur d'un animal mort. Lorsque l'aigle se pose pour dévorer la carcasse, il se dresse devant lui, l'affronte et le jette au fond d'un trou où il dépérit.
C'est là le début d'un récit que l'on connaît grâce à des textes cunéiformes, datant du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Mais l'origine du mythe est beaucoup plus lointaine. Je pense qu'il s'agit d'une histoire connue dans le monde entier, mais nous n'avons retrouvé sa forme écrite qu'en Mésopotamie, sous le nom de mythe d'Etana. Ce mythe n'a été transcrit qu'au 2e millénaire, mais sa représentation est bien plus ancienne. J'ai retrouvé des représentations de ce mythe qui remontent au 5e, parfois même au 10e millénaire avant Jésus-Christ. Les mythes et les rituels naissent toujours dans des circonstances sociales particulières. Les hommes essayent ainsi d'expliquer le monde qui les entoure à travers les faits et gestes des dieux, des hommes ou des héros. Les révélations de Sylvia Winkelmann confirment l'existence d'une histoire racontée par les amulettes du Karakoum. Cependant, pour prouver qu'il s'agit bien du mythe d'Etana, Gabriele doit trouver des représentations de la suite du récit. De retour au Turkménistan, en septembre 2003, Gabriele informe de ses recherches les milieux de l'archéologie. 2 jours plus tard, il reçoit la visite d'un journaliste turkmène. Volodya Tubinikan est spécialisé dans l'histoire de son pays. Il possède quelques objets qui, selon lui, peuvent intéresser l'archéologue. Ces seaux cylindriques, typiques de la tradition locale, ont été trouvés dans la région par des paysans ou des archéologues amateurs. Il raconte la suite du mythe d'Etana. Le cycle d'Etana. L'aigle, Etana, la coupe. Et là, en voilà un autre. Ah, superbe. Very красиво. King. Le roi. King, жрец. Здесь. То есть царь, жрец. Царь-правитель. Так, спасибо, Володя. Вам большое спасибо за то, что вы здесь делаете. Je vous remercie pour ce que vous faites pour le Turkménistan. Vous révélez au monde l'histoire de notre civilisation. La totalité du récit se trouve maintenant en possession de l'archéologue. Pour la première fois, ce sont les seaux cylindriques et les amulettes du Karakoum qui reconstituent ce mythe. Chaque image représente un moment particulier de l'histoire. Ensemble, elles racontent la naissance d'un nouveau pouvoir, celui d'Etana, premier roi de l'humanité. Etana a été nommé roi par les dieux. Mais il ne sait comment assurer sa succession, car il ne peut avoir d'enfant. Il se rend au trou de l'aigle, où l'oiseau dépérit depuis qu'il a trahi le serpent, et lui propose un marché. Je te libère et je te soigne si tu m'emmènes dans le ciel, là où réside la déesse de la fertilité. L'aigle accepte. Au bout de son voyage, Etana rencontre la déesse. Après avoir écouté son histoire, elle lui tend une coupe contenant le breuvage de la vie qui va lui permettre de procréer et d'assurer sa succession. Dorénavant, le pouvoir appartient aux hommes qui le transmettront de père en fils. Voilà l'histoire qui, il y a 5000 ans,
se racontaient dans les cités du Karakoum. Mais quel sens avait-elle pour ses habitants? Que révèle-t-elle sur la société elle-même? Le mythe cache un événement historique dont il faut se souvenir. Quel est ce fait historique important? Il s'agit de la transition d'une culture typiquement matriarcale, de l'âge de la pierre, du néolithique, de l'âge purement agricole, à un âge différent, l'âge du feu, l'âge masculin, celui du métal. Nous savons que le symbole typique de la fertilité est représenté par la déesse mère qui évoque la fécondité et la reproduction. Etana veut voler le secret de la vie au matriarcat. Transporté par un aigle, il va voir la grande déesse qui se trouve dans le ciel afin d'obtenir la possibilité de créer une nouvelle civilisation basée sur le patriarcat plutôt que sur le matriarcat. Ce mythe témoignerait donc de l'évolution de la société des oasis vers le patriarcat. Un changement culturel qui, à cette époque, avait déjà touché l'ensemble du monde antique. Depuis le début du 3e millénaire, le système patriarcal se développe progressivement au sein de la plupart des grandes cités bâties par les autres civilisations. Le chef politique est dorénavant un roi. Ce sont de véritables dynasties qui règnent à Uruk et à Our en Mésopotamie, à Suse dans l'Élam, à Mohenjo-Daro et à Harappa sur les rives de l'Indus. Pour Gabriele, il s'agit maintenant de trouver sur le terrain les traces concrètes du changement annoncé par le mythe d'Etana. Elle se cache peut-être là, au cœur de cette ville qui se dessine maintenant dans le désert, comme si elle était en cours de construction. La terre dégagée par les ouvriers contient de nombreux morceaux de vaisselle, témoins de l'activité qui régnait ici il y a 5000 ans. Il faut l'œil de l'archéologue pour remarquer soudain que certains de ces tessons ne proviennent pas des habituelles poteries retrouvées sur le site. Ces fragments appartiennent à des statuettes, d'un type complètement nouveau pour la région. Ce sont des hommes, tous les deux. La présence de statuettes masculines dans un contexte où dominent les statuettes féminines est une nouveauté absolue. C'est dommage qu'on n'ait pas trouvé la tête, parce que ça donnerait l'image exacte de l'homme qui se cache derrière cette statuette. Des hommes. Peut-être est-ce là la marque du changement que connaît alors la société des oasis. Cependant, en l'absence des visages, il est impossible de préciser si ces statuettes sont issues de la tradition locale ou si elles ont été importées. Il faut absolument compléter le puzzle. Mais les fragments manquants ont peut-être été déjà emportés avec les tonnes de sable dégagées. Qu'importe. On décide de tout repasser au tamis. Chaque morceau est examiné et écarté. Le terrain a été déjà bouleversé et les chances de retrouver les fragments sont infimes. Gabriele revient sur la zone où ont été faites les premières trouvailles. Dans l'une des pièces, il remarque des irrégularités de couleur.
Ce sont des inclusions de briques rouges qui montrent que l'on a renforcé la structure du mur, peut-être pour y aménager des espaces de rangement ou des cachettes. Effectivement, au bout de quelques heures, l'archéologue découvre la présence d'une petite niche dissimulée dans le mur. Un autre pet. Un autre morceau. Là. Laisse una gamba. Une jambe. Ecco. Sì, è l'altra gamba. La voilà, c'est l'autre jambe. È l'altra gamba. Che bello! La testa! La testa! Oh, che bella! Bellissima! Là. E la scarpa era di questo. Là. Complète. Maintenant reconstituées, ces statuettes livrent une part du mystère qui entourait leur identité. Leurs visages, étrangement stylisés, s'avèrent parfaitement semblables à ceux des déesses féminines déjà retrouvées sur les différents sites de la civilisation des oasis. Il n'y a pas de doute possible. Il s'agit bien de la version masculine des statuettes, jusque-là dédiées au culte de la fécondité. Ainsi, après avoir vénéré des déesses, le peuple du Karakoum ajoute à son panthéon le dieu masculin. Cette évolution dans les croyances reflète le changement qui s'opère au sein de la civilisation elle-même. Son passage progressif du matriarcat à un système gouverné par les hommes. Mais à quoi ressemblait cette société? Quel était le mode de vie des habitants? La fouille révèle maintenant un vaste ensemble de constructions aux formes variées. On distingue avec précision le tracé des rues, des places publiques, l'emplacement de bâtiments et des différentes salles qui les composent. Pour l'heure, ce grand cadastre est encore muet et les archéologues cherchent à comprendre la fonction des différents espaces. Les recherches se concentrent sur la zone nord, constituée d'un ensemble labyrinthique de petites pièces qui communiquent entre elles. À quoi, à qui était-elle destinée? La réponse réside au fond d'une jarre, enterrée jusqu'au col, et dont la fonction première était de conserver au frais les aliments. C'est ici que, il y a 5000 ans, un artisan a choisi de dissimuler ses outils. Toute une collection de petits burins et poinçons à l'aide desquels il incisait les objets en pierre. Nous sommes probablement dans son atelier. Le fruit de son travail est entreposé à quelques mètres de là, dans la pièce d'à côté.
Dans les autres pièces, les fouilles mettent au jour des espaces de stockage équipés de récipients aux tailles parfois impressionnantes. Selon les archéologues, cette partie de la ville est dédiée à la conservation et à la gestion des marchandises. L'hypothèse se vérifie magistralement quand Gabriele commence à fouiller une petite pièce située un peu en retrait de cette zone. Nous nous trouvons dans les archives comptables de la ville d'Ajikouï. Le système fonctionnait ainsi. On utilisait des pierres comme celle-ci pour compter. 1, 2, 3 correspondaient à autant de vases, jarres ou objets. Il y avait d'autres pierres avec des signes qui désignaient les multiples de l'unité. Ces pierres étaient ensuite placées dans une boule. Et à l'extérieur de la boule, on imprimait autant de signes qu'il y avait de pierres à l'intérieur. Nous pouvons ainsi en conclure que Ajikouï était une ville commerçante qui exportait et importait des objets, des vivres, des produits, de l'élam, de Suse et de la Bactriane. Assimilable à une forme primitive d'écriture, ce système avait pour objet de garder la trace des transactions réalisées au sein de la cité. Ce souci d'archiver le mouvement des marchandises ne peut se comprendre que dans le cadre d'une société basée sur le commerce. Au sein d'une ville par laquelle transitait l'essentiel des richesses produites dans la région. Il existait probablement aux alentours d'autres agglomérations, satellites de la grande cité marchande. Il n'est pas nécessaire d'aller chercher bien loin. À 1 kilomètre de là, les pousses éphémères du printemps dessinent d'autres murs dans le sol du Karakoum. On décide aussitôt d'ouvrir un deuxième chantier de fouilles. Les équipes sont scindées et réparties sur les sites. En quelques jours, une nouvelle ville émerge du désert. Il s'agit cette fois d'une petite cité entièrement dédiée à l'habitat. Pour Rana Mourad, l'architecte, c'est là une mine d'informations sur la structure des maisons. La dimension moyenne des pièces, la forme des ouvertures, la taille de ces grandes niches aménagées dans les murs, le dessin des cheminées, jusqu'à un système de gonds destiné à faire pivoter la porte et constitué d'un fragment de poterie placé au fond d'un trou. Il est maintenant possible pour Rana Mourad d'entreprendre la construction d'un habitat type de l'âge du bronze dans le Karakoum. Comme il y a 5000 ans, la maison est édifiée en briques de terre crue et scellée au pisé. Elle est ensuite entièrement enduite d'une boue qui, en séchant, l'isole des variations climatiques. Comme il y a 5000 ans, le toit est constitué de branchages posés sur des poutres et recouverts de terre. Comme il y a 5000 ans, la nuit s'empare lentement du Karakoum. Dans la plupart des maisons, l'espace de vie était constitué d'une seule pièce et abritait une famille entière. Ici, on cuisinait la viande de chèvre ou de poule. On pilait l'orge pour fabriquer le pain. On filait la laine à l'aide d'une fuserolle.
on mangeait et l'on dormait sous la protection de la déesse mère. La fouille de la grande cité commerçante est maintenant presque achevée. Sur une dizaine d'hectares, elle s'offre au regard comme un vaste labyrinthe. Il reste à l'imaginer. L'entrée principale donne sur une rue en chicane, destinée à ralentir l'allure des visiteurs et faciliter leur contrôle. On débouche alors sur la place centrale consacrée au commerce. Ici s'exposaient et s'échangeaient les marchandises amenées par les caravanes ou produites sur place. Au fond, près de l'administration, les archéologues ont mis au jour la plus grande salle de la ville. Entièrement couverte de stuc, elle est équipée d'une estrade qui servait probablement à accueillir les personnages importants lors des réunions officielles. Autour de la cité commerçante, sur un rayon d'une dizaine de kilomètres, les archéologues ont finalement découvert 8 autres villes marquées dans le sol. Les 9 cités d'Adjikoui forment à ce jour le plus grand complexe urbain de la civilisation des oasis. On évalue sa population à plusieurs dizaines de milliers de personnes. Des traces de canaux d'irrigation prouvent qu'entre les villes, la terre était exploitée à des fins agricoles. Il y a 5000 ans, ici, le désert était une oasis. Depuis le début des fouilles de la deuxième ville, les archéologues font de macabres rencontres. Des petits squelettes recroquevillés au pied des murs et accompagnés de quelques offrandes. On en compte maintenant plusieurs dizaines. L'examen effectué par Horace Babakov ne décèle aucune trace de sacrifice. Ces enfants sont morts de maladie ou parfois à la naissance. Trop jeunes pour faire pleinement partie de la société active, ils n'ont pas eu droit à la nécropole. Comment comprendre qu'on les ait alors déposés au sein même des maisons? Pour l'archéologue, la réponse est simple. Cette ville a été abandonnée et utilisée ensuite comme cimetière d'enfants par les habitants des cités alentours. Un geste qui, selon Gabriele, marque le déclin progressif de la civilisation des oasis, concurrencée par les grosses cités de l'Indus, de l'Élam et de la Mésopotamie. Les grandes civilisations urbaines, Our, Suse, Mohenjo-Daro, sont devenues très importantes. Les rois ne sont plus de simples bergers. Ils sont sophistiqués et recherchent la beauté, le luxe, les choses les plus précieuses. Ils attirent ainsi à leur cour, dans leur ville, de nombreux artisans et beaucoup de main-d'œuvre. Il y a un exode vers ces centres d'attraction pour des raisons commerciales et culturelles.
Ailleurs, il en résulte une diminution démographique. Les campagnes se vident, les systèmes d'irrigation et les canaux ne sont plus entretenus. La terre est abandonnée. Les archéologues estiment que la civilisation des oasis, victime de cet exode rural, commence à décliner aux environs de 1700 avant Jésus-Christ. À cette époque, des 9 cités d'Adjikoui, il ne restait probablement plus que la ville marchande, où les derniers habitants s'étaient regroupés. Avant de partir à leur tour, et d'abandonner derrière eux les vestiges d'une civilisation qui aura vécu près de 1000 ans. Grâce aux fouilles de Gabriele, son histoire commence aujourd'hui à émerger du désert. Elle bouleverse déjà notre vision du monde antique. Mais il faudra encore de nombreuses expéditions pour révéler ce que les hommes ont bâti et imaginé il y a 5000 ans. Le Karakoum est loin d'avoir livré tous ses secrets.